son. Ok, alors bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Nathalie Allaitement, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, vendredi le 3 juillet, on est en plein cœur de l'été et je suis très très heureuse de vous retrouver. Ça fait quand même plusieurs semaines que j'ai pas fait de live. Ça m'a manqué. Au mois de mai, j'en ai fait toutes les semaines et puis là, j'ai ralenti un peu la cadence parce que j'ai plein d'autres choses à développer. Mais quand même, c'est vraiment plaisant des lives et puis j'aime beaucoup ça, là, partager avec l'audience et avec les gens qui ont envie d'entendre parler d'allaitement, quelques notions, quelques idées. C'est vraiment, bien sûr, une question de partage. Il y a pas, on n'est pas dans un modèle de pyramide où la connaissance est en haut et se déverse sur les gens ordinaires, pas du tout. On est dans un monde de partage et moi je bénis les nouvelles technologies de permettre en fait de vulgariser beaucoup l'information, puis c'est ça, parce que je vais encore le dire, mais de partager les connaissances et puis de s'enrichir mutuellement. Moi, j'apprends énormément dans ma pratique et puis c'est très précieux pour moi. Alors, les interactions avec vous sont très profitables dans ma pratique. Alors, je vais me présenter quand même pour ceux qui écoutent souvent aussi les lives en différé et puis qui ne savent pas forcément sur qui ils tombent. Donc, mon nom est Nathalie Albertini. Je suis l'entrepreneuse à la tête de Nathalie Allaitement. Nathalie Allaitement, c'est quoi? C'est un espace de soutien direct en allaitement, de soutien personnalisé aussi aux mères et aux familles. Euh, Vraiment, mon souci, ma mission, moi, c'est de faire en sorte que les allaitements fonctionnent quand les familles veulent, souhaitent cette aventure et que parfois ils rencontrent des difficultés. Et puis, depuis quelques années, en travaillant avec les sages-femmes, dans ma pratique personnelle comme marraine d'allaitement, j'ai vu et accumulé une expérience qui me permet de dire que la plupart des gens vont en fait avoir beaucoup moins de difficultés dans la mise en route de l'allaitement, dans les départs, quand ils sont préparés également. Ce qui m'a poussé à développer aussi du contenu pédagogique et à tenter de multiples façons d'outiller les parents, d'animer des ateliers de formation pour l'allaitement, de préparation au projet d'allaitement. Bon, ce type d'événements comme des lives ou des ateliers permettent aussi des fois d'avoir la puce à l'oreille, hein, de chercher de l'information et puis d'avoir enfin des idées pour aller un petit peu plus loin et puis se renseigner pour se préparer. Parfois aussi, les gens, c'est quand ils ont des difficultés qu'ils cherchent à en savoir davantage. En fait, c'était mon cas. Moi, j'ai eu pas mal de problèmes d'allaitement avec mes trois enfants, pas juste le premier. Mais c'est au fur et à mesure que j'ai cherché des réponses et des explications que j'ai découvert en fait ce monde magnifique où la physiologie est vraiment importante et puis les étapes sont là si on sait faire attention aux choses qui fonctionnent et ce qui marche en fait. Alors voilà, contenu pédagogique aussi pour les soignants. Donc je vous invite vraiment à aller voir sur ma page, mon site web. Sur ma page Facebook aussi, il y a beaucoup d'informations, mais mon site internet, c'est natalieallaitement.com. Vous allez trouver des cours en ligne, des cours vidéo, des capsules allaitement. Ça, c'est du contenu complètement gratuit. Un cours qui s'appelle Préparez vos relevailles, qui est gratuit aussi pour les futurs parents. Alors voilà, n'hésitez pas à utiliser toutes ces choses-là pour commencer un peu à apprendre. Alors, ben, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, je vais faire une petite présentation et puis ensuite, je compte sur vous pour me poser des questions. Je vois que vous êtes branchés, là. N'hésitez pas à les écrire, vos questions, puis en les lisant sur le chat, je vais y répondre dès que possible ou à la fin de la présentation selon le nombre de questions que j'aurai. Mm. Alors aujourd'hui, j'ai choisi un sujet un petit peu plus philosophique et vaste que l'allaitement lui-même, même si, à mon avis, on peut pas vraiment séparer l'allaitement et le fonctionnement de l'allaitement de cette notion de devenir parent. Devenir parent, c'est quelque chose que vous pouvez très bien avoir pensé, avoir
peaufiner, comme préparer un peu à l'avance. On dit, hein, d'un point de vue philosophique ou, je sais pas, mental, que la grossesse aussi, c'est un temps de préparation qui sert à ça, hein. Parfois, des gens sur qui ça tombe tout à coup, qui n'ont pas eu ce temps-là, par exemple, des mamans parfois qui sont dans le déni de grossesse et puis subitement qui savent qu'elles vont avoir un enfant la journée même de l'accouchement ou quelques jours avant, quelques semaines avant. C'est parfois un petit peu plus difficile de faire le chemin pour, ben, pas forcément l'accepter, mais pour sentir vraiment qu'on est présent dans ce nouveau rôle, cette nouvelle condition un peu intérieure où on doit se mettre en fait au service, hein, de notre bébé, l'accueillir dans la vie et le suivre un petit peu dans ses débuts. C'est sûr que c'est un gros contrat, devenir parent. Généralement, quand on rêve à ça ou on l'a souhaité, ben on le prépare. La société aujourd'hui nous envoie des images un peu contradictoires, je dirais, qui sont reliées énormément ben, à la société de consommation. Ça, à mon avis, c'est un peu malheureux, même si, oui, ça prend quelques objets pour prendre soin d'un enfant. En fait, grosso modo, dans les premières semaines, et je dirais même les premiers mois, ça prend rien du tout. Euh, En général, le bébé, ce qu'il a besoin, c'est d'être le plus proche possible de nous, en peau à peau, donc pas très habillé, surtout pas dans un lit à part parce que tout ce qu'il veut, c'est être le plus proche possible. Et puis la physiologie de la lactation, c'est aussi une grande proximité avec l'enfant. Donc quand on veut bien commencer en allaitement, en fait, en général, on n'utilise pas un autre lit ou une autre surface de lit. On n'utilise pas tant de vêtements que ça, ni tant de bébelles que ça. On n'a vraiment pas besoin de grand-chose pour accueillir un enfant dans notre vie. Alors, les images, moi, je trouve qu'elles distorsionnent un peu parce que, en même temps, on est dans des sociétés, en tout cas en Occident, qui sont également aussi des sociétés de non-allaitement ou du moins qui ont été un peu des cultures de non-allaitement pendant longtemps, depuis les années 60-70. Puis là, ben, ça revient depuis une dizaine d'années. Les gouvernements recommandent l'allaitement, essayent d'encourager les gens à donner du lait maternel. Par contre, est-ce que les messages que la société transmet sont toujours soutenants ou accueillants là-dedans? Ça, je ne sais pas. En tout cas, les services parfois font défaut en allaitement, même si tous les soignants vous disent il faut allaiter, il faut allaiter. En fait, parfois, il y a beaucoup de pression, mais il y a peu de compétences pour soutenir les familles. Donc ça, c'est quelque chose, ben moi, qui me touche beaucoup, puis dans lequel j'ai foncé tout droit pour essayer de développer quelque chose, mais ce que ça crée, en fait, c'est comme une distorsion, hein, entre ce que les parents imaginent devoir euh, représenter, être comme parents, et effectivement ce qu'ils arrivent à faire. Parce que la vérité, c'est que, évidemment, parfois, on se retrouve un peu seul devant les défis. Il peut y avoir vraiment au début de la vie beaucoup de choses qui s'accumulent dans une même journée, dans le même nombre d'heures pour faire face. Et c'est sûr que quand on est dans la solitude et qu'on ne sait pas trop exactement comment faire ni comment le faire, on peut vite se sentir démuni. C'est un grand bouleversement, la naissance d'un enfant, même si on l'a souhaité, même si ça fait des années qu'on est prêt à accueillir un enfant dans notre cœur. On le sait que c'est ce qu'on souhaite, on a idéalisé, on a visualisé, on a rêvé à cette famille, mais généralement, quand on rêve d'avoir un enfant, on rêve à un bébé qui a déjà 4, 5, 6 mois, qui est souriant, qui se tient assis, qui fait des beaux petits bruits, des petits sons adorables et qui a des cuisses potelées. Mais le nouveau-né, quand il arrive, il n'est pas du tout encore comme ça. En fait, je dirais même que c'est pas vraiment un bébé. Le nouveau-né, il met vraiment plusieurs semaines à devenir ce bébé-là. Et ces semaines-là sont vraiment cruciales. Alors, parfois, il y a des parents, ça leur rentre dedans parce que la mise en route de l'allaitement et la mise en route, je dirais, des systèmes du bébé, un peu comme un ordinateur, hein, qui a besoin de télécharger beaucoup d'applications, d'exécutifs pour se mettre en route et devenir efficace. Ben, c'est clair que ça peut prendre du temps et parfois ça peut surprendre ces parents-là. Il y a des parents parfois qui retournent au travail
une semaine, 3 semaines après la naissance, ben, beaucoup de papas, ici au Québec, en France, on a des congés parentaux qui dépassent même pas 2 mois. Mais parfois, c'est très très court pour non seulement accueillir son enfant, mais lui donner la chance, en fait, d'atterrir un peu de son voyage utérin. Donc, vous le savez, les adaptations du nouveau-né sont phénoménales. Sa transition entre la gestation et la vie terrestre, c'est l'ouverture de la respiration, donc la transition de l'alimentation et de l'oxygénation du système sanguin par le cordon ombilical. Donc cette voie de circulation se transforme et tout à coup on branche le cœur au poumon puis le système sanguin. Alors ça c'est la première chose phénoménale qui se passe dans son corps au jour 1. Et puis, très rapidement, ben, c'est ça, le système circulatoire est branché sur la respiration et cette respiration, elle n'est pas très stable. En fait, comme à peu près n'importe quel système qui se mettrait en route au départ de l'usine, il y a un temps d'adaptation, il y a un réchauffement un peu des circuits. Je ne sais pas exactement quelle comparaison donner pour comprendre le mieux, mais j'aime bien l'idée d'un ordinateur où il y a vraiment, c'est nécessaire, même si l'ordinateur, il est physiquement, matériellement, entièrement prêt à fonctionner et qu'il y a de l'énergie qui lui donne du courant, ça reste que dans l'exécution des logiciels et pour le bon fonctionnement des logiciels, de la navigation, des branchements de réseau, vous voyez, de tous les paramètres finalement qui vont configurer euh, l'interconnexion des choses et l'interdépendance de tout ça, eh bien, ça va prendre vraiment des mises à jour, des téléchargements de certaines fonctionnalités pour que ça fonctionne les uns dans les autres. Puis ça, chez le bébé, ben, ça prend un petit peu de temps. Euh, c'est ça. On parle du 4e trimestre de grossesse. J'imagine que vous en avez entendu parler. Le 4e trimestre, c'est 3 mois. Et il y a énormément de gens qui vont vous dire ça. Après 3 mois, enfin, mon bébé était plus le même bébé. Là, enfin, j'avais un bébé qui avait des rythmes. J'avais un peu de contrôle, j'avais un peu de pouvoir sur le nombre de tétés ou la façon de m'organiser dans ma journée pour me reposer, en même temps faire d'autres choses, aller sortir, prendre des marches, avoir de la visite ou prévoir ne serait-ce quelques coups de téléphone ou des moments où nous, comme parents, on peut échanger avec d'autres, prévoir nos courses, socialiser, se faire à manger. Donc, le bébé vraiment va s'adapter à cette vie-là et à ses parents avec évidemment un maximum de soins. Mais cette transition, ce temps d'adaptation, il est nécessaire. C'est pas quelque chose de superflu. On peut pas demander à un bébé 2 semaines d'avoir déjà une digestion parfaitement optimale. Vous voyez, tous les parents s'inquiètent là, dans les premières semaines. Non, mais mon bébé, il se tortille dans tous les sens, il a pas l'air bien. Après la tétée, il a l'air de rocher, il a du mal à s'endormir, il pleure le soir ou des choses comme ça. Mais c'est normal, c'est normal. Son ventre est immature et au fur et à mesure qu'il consomme du lait, qu'il reçoit des bons nutriments, ben, tous les espaces de son intestin se mettent en place, toutes les subtilités de la digestion, des enzymes qui travaillent, des bonnes bactéries versus l'immunité qui se développe, donc le lien avec le microbiote, les mauvaises bactéries et tout ça, stimule le travail des globules blancs, etc. Mais ça a un lien avec son système circulatoire. Donc, sa respiration, vous verrez, hein, dans les premières journées, le nouveau-né a une respiration très instable. Parfois, il va avoir l'air essoufflé, d'autres fois, il va respirer comme en... Donc, toutes ces choses-là sont normales. Par contre, c'est vrai que ce sont des efforts que ça lui demande. Alors, c'est pour ça que le bébé, quand il arrive, ben, il dort beaucoup. Des fois, il dort pas beaucoup. Et puis après, il redort beaucoup. Il tète toutes les heures. Puis finalement, il fait des dodos de 4-5 heures. Puis là, la maman, elle a des engorgements. Parfois, la prise est difficile au départ. On va avoir quelques défis avec la prise de sein dans les premières journées. Le bébé est tout petit. Il vient de naître. Il vient de passer peut-être les 3 dernières semaines de grossesse avec le cou plié en appui, hein, à l'intérieur du ventre de sa mère. C'est possible qu'il soit né avec des inconforts, des torticolis ou juste des inconforts au niveau du cou, au niveau de la mâchoire, de l'ouverture. Alors, tous ces éléments peuvent impacter les premiers jours, la première semaine ou même les premières semaines, dans le sens où
Généralement, quand on parle de difficultés d'allaitement dans ces journées-là ou ces semaines-là, ben, on va regarder l'allaitement d'une manière isolée. On va faire venir la consultante en lactation, on va aller voir notre médecin ou peu importe et parler de l'allaitement comme d'une chose isolée. Mais on ne va pas regarder forcément le lien avec la naissance. On ne va pas forcément mettre ça en contexte dans le retour à la maison. Une mère qui a vécu une césarienne ou une épisiotomie, une déchirure profonde par exemple. Ça, c'est des douleurs chez la mère. C'est plusieurs journées de sensations vraiment inconfortables et parfois d'antidouleurs, de peine aussi, hein? Quand on parle d'émotions dans le devenir parent, c'est que cette mère-là, elle va commencer sa vie de parent avec cette expérience difficile, peut-être euh, de déception par rapport à son accouchement, de difficulté à assimiler le fait que probablement elle est déçue de l'accouchement qu'elle avait espéré, et puis elle trouve ça difficile de renoncer à l'idée qu'elle s'était faite d'un accouchement le plus naturel possible, ou en tout cas vaginal, du moins peut-être pas une opération, une césarienne qui était imprévue. Ou je parle d'accouchement difficile ou compliqué ou imprévu, avec beaucoup d'interventions. Des fois, même si le bébé naît finalement par voie basse, ça reste que ce sont des accouchements euh, intenses puis difficiles à encaisser. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là peuvent vraiment impacter à la fois comment la mère se sent, comment le père se sent, le partenaire à côté de ça aussi, parce que il voit sa blonde déçue, il la voit aussi avoir mal, trouver ça difficile. Le bébé a reçu des produits pendant l'accouchement, ben, il n'est pas connecté à ses réflexes, il ne se réveille pas, ses éveils ne sont pas spontanés, il va au sein, mais il est un peu endormi au sein. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là peuvent, l'un dans l'autre, finir par donner quelque chose ben, qui est chaotique, qui est difficile. Chaotique, ça se dit, chaotique. En tout cas, oui, chaotique comme un chemin qui est chaotique, mais qui est difficile à mettre en route. Non seulement l'allaitement va représenter un défi, il va mobiliser les parents dans un effort ben, ardu. Hein? Déjà, l'accouchement a été fatigant, épuisant, stressant, peut-être d'un point de vue émotif. Et puis, on se retrouve parachuté dans l'expérience de l'allaitement avec des défis. D'emblée, il y a des défis. Là, quand je parle d'un accouchement comme ça, c'est certain que l'allaitement ne va pas aller tout seul. Il y en a des exceptions, tant mieux. Heureusement, il y a des bébés vraiment qui ont des réflexes malgré tout. Mais ça reste que ce genre de bébé, souvent, a besoin de quelques jours pour revenir un peu de son état d'être sonné, en fait, par la naissance. Et puis la mère aussi. Alors, quelques jours, des fois, ben, ça suffit à dérouter un peu les bons gestes qu'on peut avoir au début pour faciliter la mise en route. Puis pas seulement les bons gestes, aussi c'est l'estime de soi. C'est-à-dire que chez la mère, quand il n'y a pas, dès le début, une connexion à son instinct avec des gestes les plus instinctuels possibles vers le bébé, beaucoup d'ocytocine qui circule, beaucoup de peau à peau, les mises au sein sont pas très fréquentes, alors la mère commence à se déconnecter un peu d'observer son bébé puis de reconnaître les signes de faim, les signes d'éveil. En fait, tout simplement les signes que le bébé est prêt à aller au sein et à apprendre. Alors, réellement, des fois, il y a quelque chose qui s'installe qui dénature un peu le côté instinctuel et puis réflexe dans la mise en route. Alors ça, c'est dangereux parce que on a des parents qui commencent leur vie de parent, en fait, avec un sentiment, ben, pas de trahison, mais d'incompétence un peu, où ils se sentent pas performants, avant même qu'on les juge, parce que ça arrive vite, hein, l'infirmière qui débarque le troisième jour avec sa balance et qui pèse le bébé. Oups, le bébé n'a pas pris de poids. Peut-être vous devez donner un peu de formule en complément parce que le bébé a perdu tant de pourcents de son poids. Alors ça, c'est instantané. Les parents, euh, qu'est-ce qu'ils viennent de faire comme expérience? C'est un sentiment d'incompétence. La lactation ne fonctionne pas, mes seins ne fonctionnent pas bien, je ne suis pas correcte, j'ai pas assez de lait, mon bébé est paresseux. Donc parfois on accuse les bébés, mais généralement les mères vont s'accuser elles-mêmes au lieu d'accuser tout ce qui est arrivé avant ou de réfléchir un petit peu à quelle perspective donner à l'expérience, enfin le défi qui se présente. Parce qu'en allaitement, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse pas solutionner, en fait, pour de vrai. Mais
c'est un enjeu, c'est vraiment un gros défi quand on est dans cette situation de avoir un sentiment bienveillant envers soi-même et de se cautionner, de dire, bon, ben non, je vais continuer à faire des efforts, mais dans un sens productif, dans un sens où je reçois une aide véritable, technique pour mon allaitement, et puis je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive à mon bébé, qu'est-ce qui m'arrive à moi. À ce moment-là, à mon avis, ça peut tout changer, là, la manière. Hein, on parle de mindset quand on développe des entreprises et tout, l'état d'esprit. Mais le mindset chez la mère ou chez les parents, parce que des fois, les mères sont découragées, elles sont fatiguées, elles ont des hormones et des émotions contradictoires après une naissance difficile. Mais il y a des mères qui se retrouvent dans cette situation, même si elles n'ont pas eu de naissance dite difficile. Ça reste que l'accouchement, c'est quand même un choc. C'est le passage de l'état de grossesse à l'état de non-grossesse, mais avec toutes sortes d'hormones, vraiment de gros bouleversements organiques chez la mère. Et cet état-là, il y a vraiment une transition. Hein. Il y a quelques jours de flottement où généralement on est concentré sur l'allaitement, on est concentré sur le nouveau-né, mais ça reste que les bouleversements dans le corps de la mère sont effectifs et l'impact sur les émotions est vraiment très fort. Alors, il ne faut pas le négliger parce que des fois, les pères vont, ou les partenaires vont suivre leur conjointe là-dedans. C'est-à-dire qu'ils vont observer comment elle se sent et à ce moment-là, ils vont soutenir ou essayer de trouver des solutions pour ne pas laisser euh, leur partenaire s'enliser dans des émotions où elles se sentent vraiment malheureuses, elles se sentent délaissées, elles se sentent trahies par leur corps, par les soignants, par leur bébé même parfois. Moi, j'ai vu des accouchements où parfois on savait que c'était le bébé qui était dans une position, par exemple, postérieure, inversée, en siège. Donc, les mères se sont retrouvées dans des accouchements imprévus. Hein, parfois, on pense à un siège, le bébé qui ne se retourne pas. On essaye de tout faire pour le retourner, pour qu'il se retourne en fait sur la fin avant la naissance. Il ne le fait pas. On s'en va faire une version. Parfois, c'est douloureux comme manipulation. Des fois, ça marche quand même. Euh, mais d'autres fois, ça ne fonctionne pas. Alors, ces mères-là, des fois, elles se sentent trahies par leur bébé. Comme, pourquoi t'as pas voulu? Alors, sur le coup, bien sûr, à long terme, on peut toujours apprendre quelque chose d'une situation qui nous blesse ou qui nous fait sentir malheureux, malheureuse. Mais clairement, sur le coup, on est plutôt en état de choc et puis dans l'incompréhension. Alors, ces sentiments-là, des fois, donnent des gestes ou des positionnements du parent un peu ambigus. On est heureux que notre bébé soit né, on est heureux qu'il soit en santé, certes, mais ça reste que c'est des émotions difficiles de jongler avec et de savoir exactement où est-ce qu'on se place. Est-ce que moi, je vais être quelle sorte de parent? Est-ce que je vais être un parent qui, oui, qui me bat pour que mon enfant soit en santé, mais aussi qui devient créatif, qui cherche à être créatif quand il y a un défi qui se présente ou quand il y a quelque chose qui ne fait pas vraiment mon affaire. Donc, je pense que euh, réellement, il y a beaucoup d'enjeux là-dedans. C'est sûr que c'est pas seulement la naissance ni tout ce qui peut se passer dans les premiers jours qui conditionne, euh, comment dire, quel parent vous allez devenir pour le reste de la vie. Mais d'ailleurs, j'aime bien dire aussi que réellement, c'est pas, je l'avais noté ici, c'est pas uniquement le lien filial comme le fait d'avoir accouché ou d'être le parent biologique d'un enfant qui fait de nous un parent. Hein. Euh, à mon avis, il s'agit surtout de la volonté de s'investir, de s'impliquer, vraiment la bonne volonté d'être là pour l'enfant. Parce que, bien sûr, on voit des parents s'impliquer auprès d'un enfant alors qu'ils ne sont pas le parent biologique de cet enfant-là, que ce soit dans une adoption ou parfois dans des couples, comment on dit ça, des familles recomposées. Donc parfois, moi j'ai vu ça, parfois des conjoints qui sont là, mais seulement depuis que la mère est enceinte ou peu après la naissance de l'enfant et qui deviennent réellement l'autre parent de cet enfant-là. Mais vraiment dans un sens organique, c'est-à-dire que oui, ils vont prendre l'enfant sur leur cœur, ils vont avoir des contacts avec lui, ils vont avoir un rôle de parent qui est bienveillant, qui éduque l'enfant, etc. Donc vous voyez que s'impliquer et devenir parent dès le moment de la naissance,
Et moi, je pense que dans l'allaitement, comme dans le reste des paramètres du job de parent, c'est avant tout une question de volonté. Et c'est pour ça que les parents adoptants sont tout à fait des vrais parents parce que ils ont cette volonté-là, ben, puissance 1000, hein, souvent, ils ont essayé d'avoir des enfants ou en tout cas leur projet d'allaitement, pardon, leur projet d'adoption est vraiment vaste hein, dans le désir de devenir parent. Alors, moi, je dirais même que les parents adoptants, encore plus que les parents biologiques et naturels, ont fait un chemin d'ouverture au niveau de leur cœur, de leur mental, sur cette démarche-là de parentalité. Alors, malgré tous les défis qu'on peut rencontrer dans la période sensible, dans les premières semaines de la vie de bébé, ben c'est ça. Ces parents-là, parfois, ils vont savoir, oui, que c'est temporaire, que c'est important de donner l'espace à l'enfant d'être accueilli, de vivre ses transitions. C'est ça, j'ai commencé à le dire tantôt, on parle de quatrième trimestre de grossesse, tout simplement parce que les bébés humains ne sont pas matures quand ils naissent. Tous leurs systèmes sont à neuf, mais ils ne sont pas vraiment autonomes. Donc, certes, le bébé respire, mais c'est pas très stable. Oui, le cœur du bébé bat, puis arrive à initier un système circulatoire fonctionnel, oui, mais son rythme cardiaque n'est pas forcément stabilisé non plus. Alors, vous voyez, tout ça, c'est des enjeux chez le nouveau-né qui font qu'il a besoin énormément de peau à peau. En peau à peau, il retrouve la stabilité qu'il avait dans la vie utérine. Et quand vraiment il peut se stabiliser, à ce moment-là, la maturation de son cerveau est plus facile, plus optimale, disons. Beaucoup de connexions neuronales, beaucoup de maturation, et cette maturation, finalement, va les guider vers une, une maturité un petit peu plus évidente et donc une fonctionnalité globale plus facile à vivre pour ceux qui prennent soin de lui. Et donc, comme je disais, ben ça, c'est autour de 3 mois. Il n'y a pas de secret. Il faut amener le bébé vers cette maturation où, justement, il a beaucoup plus... Par exemple, la gestion de la température, là, c'est difficile à imaginer parce que dans la vie d'adulte, très rapidement, on gère nous-mêmes notre température. Hein. Quand on a chaud, on se rafraîchit. Il y a un processus de sueur. On va se sentir déshydraté, donc aller chercher un rafraîchissement, boire de l'eau, etc. Quand on a trop chaud, c'est ça. Et puis, quand on a trop froid, bien sûr, on va aussi avoir des mécanismes de défense pour se réchauffer. Le nouveau-né, il a zéro, là, il ne peut pas du tout gérer sa température. Si vous le couvrez trop, il va surchauffer. Si vous ne l'habillez pas assez, il va juste perdre de l'énergie en ayant froid. Donc des calories et donc probablement quelques grammes aussi. Quand il est nouveau-né, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout géré par le bébé. Alors, on doit comme parent non seulement comprendre comment ça fonctionne et être capable d'habiller le bébé en conséquence, de lui donner bien sûr la chaleur nous-mêmes, de l'habiller, de le mettre dans des conditions où il n'a pas froid, mais en fait, en lui fournissant du pot à pot de manière régulière, on va lui permettre de oublier cette fonctionnalité pour laquelle il doit faire des efforts et finalement continuer à maturer, mettre son énergie et l'énergie qu'il met dans son développement et la maturation de ses systèmes sur autre chose. Donc, je mets mon bébé en pot à pot, 1 heure le matin, 1 heure le soir, ou bien le plus possible durant les tétés, etc. Et plus ce bébé-là va utiliser son énergie à grossir, à faire des connexions neuronales qui lui servent à maturer sa respiration, maturer ses réflexes. Hein, ces réflexes peut-être qui ne sont pas tous connectés les uns aux autres, puis qu'il a de la difficulté à aller au sein. Plus vous allez faire du pot à pot avec ce bébé, plus finalement ça va lui donner une chance de passer outre les défis qui sont à l'intérieur de son organisme. Alors vous voyez, c'est quand même fascinant parce que parfois quand moi je dis aux parents commence par faire, t'as des problèmes d'allaitement, commence par faire plus de pot à pot. Ben oui, mais c'est quoi le rapport là? Le bébé, il me pince le mamelon quand il vient téter, puis pourquoi le fait de faire du pot à pot va vraiment lui permettre d'ouvrir la bouche plus grand? Ben oui, c'est fou, mais il y a un lien dans tout ça, puis réellement, quand on comprend comment le bébé, le nouveau-né est immature et comment il a besoin de devenir mature pour finalement parachever un petit peu son développement et être capable
de mieux gérer tous ces systèmes. Alors, ben, tout devient plus facile, pas seulement l'allaitement, là, mais les rythmes, hein. J'ai fait un live là-dessus, peut-être que certains d'entre vous l'ont suivi. Les rythmes du nouveau-né, ben, il n'y en a pas, là. Il n'y en a pas parce qu'on on suit les besoins du bébé au fur et à mesure. Qu'est-ce qui, dans le moment, a le plus besoin? Le bébé, il va téter soit souvent, soit moins souvent quand il va avoir besoin de plus dormir. Hein, je dis télécharger ces systèmes, mais on ne sait pas trop à quoi s'attendre dans les premières semaines, fait que c'est pas évident pour les parents qui ont l'habitude de contrôler les choses, puis ben, d'avoir un certain contrôle sur leur horaire, disons, sur leur temps. Non, mais réellement, ça va venir. C'est juste qu'il faut donner la chance aux coureurs, puis ça, c'est vraiment, comme on dit, quatrième trimestre, mais aussi la période sensible. Vous le savez, les réflexes sont là pour 6 semaines à peu près. 6 semaines, euh, période pendant laquelle le bébé est le plus propice aux apprentissages. 6 semaines. Donc, la mise en route de l'allaitement doit se faire à peu près dans cette période-là, parce que c'est le moment où le bébé fait des expériences sensorielles et accumule de l'expérience. Et c'est à partir de ces expériences vécues que graduellement, il va parfaire un peu ses apprentissages et ben, apprendre. Avoir intégré des apprentissages. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc, vous avez un bébé qui tète au sein, il développe ses muscles. Pas parfait au début, c'est pas facile, il est minuscule. Le sein de sa mère est un peu gonflé, un peu dur, un peu, peu importe, difficile à attraper. Au début, c'est pas évident. Et puis, graduellement, il va développer sa musculature, il va ouvrir plus grand, il va stabiliser son cou. Autour de la troisième, quatrième semaine de vie, le bébé stabilise beaucoup le cou. La mâchoire s'élargit et beaucoup de bébés arrivent à approfondir la prise ou en tout cas de rendre la succion plus efficace. C'est le même mouvement de langue, sauf que leur physiologie, leur maturation au niveau mécanique va leur permettre d'approfondir la prise et donc des fois d'être beaucoup plus efficace. Fait que là, vous aurez un bébé qui tétait toutes les heures, mais là, tout à coup, autour de 4 semaines, ça va faire moins mal. Peut-être vous aviez des douleurs au début, que ça va, ça vient, c'était pas évident. Puis tout à coup, des tétés super efficaces, un bébé qui dort beaucoup plus ou des tétés qui durent moins longtemps. Vous voyez, tous ces éléments-là peuvent se mettre en place graduellement. Parfois, vous allez dire, ben, au début, c'était long, c'était pas facile pour le bébé. Et puis maintenant, il dort bien, il dort plus, les tétés sont rapides. Ou un bébé qui tétait les deux seins de manière laborieuse et tout ça. Puis là, finalement, il a besoin d'un seul sein par tété. Donc, vous voyez, je ne sais pas si on entend, je pense que toutes mes filles et leurs amis sont en train de chanter dans la cuisine. Bon, ça fait un petit peu d'ambiance dans la maison, hein? C'est les grandes vacances, donc on a du monde autour de nous. Donc, vous qui êtes là en direct, est-ce que vous avez des questions sur l'allaitement, sur cette période sensible, sur le fait aussi de devenir parent? Euh, Moi, j'ai quand même envie de parler aussi de, des fois, ces difficultés hein, d'adaptation. On a des parents, des fois, qui vont traverser des périodes vraiment de... Je vais quand même, je vais aller fermer la porte parce que j'ai l'impression qu'on entend beaucoup. Bon, est-ce qu'une porte fermée fait la différence? Je sais pas. Désolée. Alors, j'étais en train de dire que pour certains parents, vraiment, on va avoir des difficultés d'adaptation ou une addition de tant de chocs et de difficultés que ça peut plonger un parent, ben, des fois qui était fragile aussi avant hein, la naissance, dans un état de choc un peu et puis d'hébétude. Hébétude qui peut se transformer en... Bon, c'est ça, toutes les mères peuvent vivre un baby blues. Il y a des hormones qui, suite à la naissance, comme je disais, hein, le corps retourne dans un état différent de celui de la grossesse, mais c'est pas non plus un corps d'avant-grossesse. N'oubliez pas qu'il y a aussi un temps de dégestation, en quelque sorte, hein, pour que le corps récupère, que les organes reprennent leur place, que les hormones retournent un peu dans un cycle différent. Puis avec la lactation, bien sûr, ça a aussi un impact sur la mère. Et puis, vous le savez, que c'est hormonal aussi. Hein?
parfois le niveau d'anxiété ou le niveau de, je sais pas, de bonheur peut-être, de plaisir qu'on peut éprouver à l'intérieur de soi. Mais tout compte fait, la ligne est très très mince. Parfois, une maman qui vivrait un simple blues et qui, devant l'accumulation en fait des difficultés et des incompréhensions et des chocs, donc peut-être de traumatisme, parfois tout ça, ça se passe dans la même journée ou dans le même 3 jours, hein, un accouchement difficile, l'annonce de plusieurs choses en même temps, un allaitement qui part de travers, un bébé qui ne correspond pas à l'idée qu'elle se faisait du bébé. Vous voyez, juste ces trois notions-là précipitent la mère dans un état vraiment de grande vulnérabilité émotive. Et hop, le pas est très mince pour aller dans la dépression. Mais une dépression, c'est très grave. Je veux dire, une mère qui tombe dans une dépression postpartum de façon rapide, évidemment, elle peut vraiment avoir énormément de difficultés à prendre soin de son bébé et parfois elle va le faire, mais elle ne sera pas capable de profiter de ça, d'être là, d'être présente, d'accueillir aussi le bébé dans tout ce qu'il a besoin de vivre, hein, dans ses adaptations, ses transitions dont je parlais tantôt. Alors, réellement, c'est ça. La ligne est mince. Puis moi, ben, j'ai fait un petit cours hein, qui est un contenu gratuit pour les futurs parents. Préparez vos relevailles parce que, à mon avis, c'est vraiment important d'être prêt à avoir le plus possible de ressources, de soutien, d'aide, à tous les niveaux, hein, que ce soit le ménage, la bouffe, la maison, les autres enfants, tondre la pelouse ou déneiger l'entrée, mais aussi d'un point de vue moins pratique, euh, de l'aide aussi au niveau émotif. Donc, à qui parler, à qui m'adresser si je ne vais pas bien. Parler de mon allaitement aussi. J'ai des doutes sur l'allaitement, je ne sais pas quoi faire, j'ai de la douleur, je ne sais pas quoi faire. Bien, avoir plusieurs choix de soutien. Euh, j'ai une question. Véronique Fournier. Bonjour Véronique. Est-ce qu'il arrive souvent que pendant une poussée de croissance, le bébé semble ne plus savoir téter parfois? Par exemple, ici, poussée de croissance, le bébé, poussée de croissance à 5 semaines. Certaines tétées vont très bien, d'autres sont vraiment comme s'il ne savait pas quoi faire avec le sein. Oui, c'est possible pendant une poussée de croissance, mais cette histoire ressemble plus à une confusion. Est-ce que ce bébé a reçu autre chose que le sein? Est-ce que ce bébé a vécu avec une tétrelle? Est-ce que ce bébé a une suce aussi? Parfois pour dormir ou... Donc, tout à l'heure, je parlais des expériences sensorielles. N'oubliez pas, dans la période sensible, quand on dit là, le premier mois et demi, le bébé est en apprentissage. Si il a appris à téter au sein essentiellement, mais que dernièrement, il a eu 1 ou 2 biberons parce que maman voulait sortir, prendre un break, recommencer à faire du cardio-poussette, peu importe. Ben non, cardio-poussette, c'est avec bébé. Mais dans tous les cas, maman s'absente. Ben, le bébé a reçu un biberon. Une suce peut-être, parce que oui, on se dit que ça y est, maintenant, il a un gros besoin de succion. Il prend son poids, on va l'aider à s'endormir autrement que d'être au sein tout le temps. On lui fournit une autre expérience sensorielle. Mais cette expérience-là lui fait du bien parce que ça assouvit son besoin de succion, qui fait encore partie de ses réflexes. Il y a des bébés qui têtent vraiment beaucoup et à qui c'est très utile d'avoir une suce. Mais le problème, c'est que ce bébé, il est en apprentissage et lui, il peut préférer cette forme de succion. Une suce ou un biberon, là, ça se tète essentiellement en avant de la bouche. Donc, c'est pas du tout le mouvement de langue que le bébé va faire quand il est au sein. Et puis, dites-le moi, Véronique, là, est-ce que bébé a reçu autre chose que le sein? Parce que si bébé a reçu uniquement le sein et que pendant une poussée de croissance, c'est sûr que le bébé peut s'énerver. Il peut s'énerver. Il ne sait plus téter, c'est pas exactement ça. Si vraiment il n'a rien reçu d'autre et qu'il n'a pas de confusion ou de préférence, ah, il a quand même reçu une suce ou un biberon ou tout ça. Donc, c'est clair que le bébé peut être dans une préférence, en train de vous faire un message de « Ah, mais là, moi, j'en ai marre, j'ai envie que ça coule vite.
j'ai envie d'avaler vite, donc là, ça m'énerve un peu d'aller au sein. Donc, il le fait un peu, mais le coup d'après, il râle, il s'énerve. C'est une façon vraiment de vous communiquer que il aimerait mieux l'autre affaire plus facile. Mais des fois, c'est pas ça non plus. C'est aussi que pendant la poussée de croissance, le bébé stimule énormément le sein. Donc, il revient au sein très souvent, très souvent. Et puis, il s'énerve parce que le débit diminue. Le débit au sein diminue parce que lui, il est sans arrêt en train de téter. Donc, évidemment, les seins essayent de se remplir rapidement, mais peut-être ça ne va pas assez vite pour lui. Alors, mais c'est le propre d'une poussée de croissance. C'est-à-dire que le bébé qui a ce comportement, qui s'énerve au sein, il a l'air de ne pas vouloir prendre le sein parce qu'il n'y a pas tellement de débit. Donc, il y retourne, il arrête, il y retourne, il arrête. Ça aussi, c'est un comportement normal dans une poussée de croissance. Et généralement, après 3 4 jours comme ça, là, ça va stabiliser. Et la réponse au pourquoi, c'est tout simplement que ce bébé-là, ben, il va trouver finalement suffisamment de lait après, à ce moment-là, quand il va aller au sein. La glande mammaire va s'être ajustée finalement à cette stimulation qu'il y a eu pendant plusieurs jours. Donc, ne vous en faites pas. Par contre, des fois, ce que je suggère, c'est que durant ces moments difficiles de poussée de croissance, où il y a plusieurs journées comme ça, difficiles, où le bébé se fâche, il veut tout le temps au sein, il veut pas, il veut pas, refaites du pot à pot. Des fois, là, à 5 semaines, même 3 4 5 semaines, là, les poussées de croissance de 3 semaines, ça arrive super souvent. Que les gens que je suis ou que j'ai aidé au début me rappellent à ce moment-là. Ah, mais je sais pas ce qu'il a, ça va pas, c'est compliqué, il se fâche, il s'énerve, il est insatiable et tout et tout. Et les mères ont vraiment l'impression de ne pas avoir assez de lait. Mais généralement, le bébé travaille pour augmenter le lait et ça viendra dans quelques jours. Faites juste lui donner le sein, mais faire du pot à pot peut vous aider. Alors, des fois, on avait un peu délaissé le pot à pot, hein, parce qu'à 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, le bébé, des fois, est quand même beaucoup plus vieux et on peut avoir perdu le fil. Mais c'est quelque chose qui peut vous aider. Même si c'est une fois par jour, par exemple, vraiment une bonne séance de peau à peau, là, vous allez dans votre lit, vous mettez votre série, prenez un livre, peu importe, un moment très relax où le bébé il est vraiment juste sur vous en peau à peau. Et généralement, si vous ne dormez pas avec lui, ben, vous allez quand même vous reposer, ça va vous faire du bien. Le bébé va peut-être faire plusieurs mises au sein spontanées. C'est correct, laissez-le téter. Puis profitez-en, là. Chantez des chansons, lisez votre livre, faites des siestes. C'est la meilleure façon de passer à travers les poussées de croissance, à mon avis. Regarder une série que vous avez pas le temps de regarder depuis longtemps. Ben, moi, j'ai beaucoup lu en allaitant. Ben, je suis une grande lectrice. Un peu moins maintenant que les enfants sont grands, j'ai moins le temps pour me poser. Oui, c'est ça, profitez de vos allaitements pour vous poser parce que je vous dis après, là, quand les enfants vont être grands, ils vont plus vous laisser tranquille, hein, assis comme ça. Ah, Véronique, ben, je dis Véronique même si c'est écrit Véronique. Ça me fait très plaisir. Merci aussi de me suivre. Et voilà, mais les poussées de croissance, c'est intéressant parce que je trouve que ça vient aussi nous chercher comme parents, justement, hein, pour revenir à mon sujet de devenir parent. C'est qu'il y a toujours des étapes ou des moments où on revient dans le doute. Et puis, ben, si j'ai pas d'autres questions, je vais un peu conclure là-dessus. C'est que euh, le doute, c'est aussi relié à cette volonté de toujours bien faire pour notre enfant. Euh, on cherche à bien faire. Et moi, dans mon adolescence, des fois, j'étais fâchée après mes parents, plein de choses que j'avais à leur reprocher. J'en voulais à la terre entière. Et puis, le fait de devenir adulte m'a beaucoup mise au pied du mur sur tout ce que je voulais pas, puis que je voulais surtout pas faire, ni surtout devenir, ni etc. J'étais très critique. Et puis, quand je suis devenue mère, tout à coup, j'ai pensé à ma mère et à mes parents et je me suis dit, ah tiens, euh, d'abord, c'est incroyable ce ressenti-là. Est-ce que vraiment c'est ça que mes parents ont ressenti avec moi? Puis je me suis sentie un peu honteuse, hein, parfois d'avoir été insolente ou d'avoir été irrespectueuse avec eux parce que je me disais, mon Dieu, quelle fragilité, quelle vulnérabilité tout à coup d'accueillir un enfant dans notre vie puis d'avoir l'arrogance de penser qu'on va l'élever. Est-ce que ça veut dire vraiment que moi, je dois le tenir par la main et lui montrer c'est quoi la vie, c'est quoi le monde, alors que je sais même pas encore
tout ce qu'il y a dans ce monde. Donc, c'est une bonne dose d'humilité, puis en même temps, ben, une dose de coup de pied au cul de OK, confiance, pas confiance, j'y vais. Hein, que j'ai confiance en moi ou pas, je le fais, puis j'essaye de le faire du mieux possible. Après tout, j'ai quand même voulu être là. Donc, le fait dans des moments difficiles, puis là, je disais ça pour la poussée de croissance, mais croyez-moi, il y en aura d'autres. Hein, l'entrée à la garderie, la première jambe cassée ou le premier bobo, le premier manque de respect ou la chicane entre amis. Il va y avoir les moments de passage à l'école, il va y avoir euh, toutes sortes de moments importants et de fierté, mais aussi de moments où vous allez douter de vous-même et que c'est vraiment cette volonté d'être un parent aimant, présent et tout qui va faire la différence. Moi, je pense vraiment que si l'enfant peut se dire un jour, ouais, mais mon parent, là, il est pas parfait, là. Des fois, il a fait des faux pas, des fois, il s'est énervé, des fois, il a fait des mauvais choix. Mais toujours été là pour moi, toujours été à l'écoute de mes besoins, puis il a toujours essayé de m'accueillir dans ce que je vivais, dans ce que je vivais, peu importe. Émotion facile, émotion pas facile, émotion ambiguë, contradictoire, des vécus des fois qui rejoignent pas forcément ce que nous, on pensait. Des fois, on ne le sait même pas où sont nos limites, c'est l'enfant qui nous amène dedans. Donc ça, vous l'avez sûrement vécu dans le tout début hein, du postnatal. Le bébé nous amène dans des endroits qu'on ignorait dans notre patience, dans notre indulgence, dans notre façon d'être, puis dans les limites de la fatigue aussi. Moi, je me rappelle notamment de ma deuxième fille, euh, qui a toujours été une personne très forte, très intense. Je veux dire, même aujourd'hui, elle a 12 ans, puis elle est toujours très intense. Cet enfant-là, elle n'a pas quitté les bras pendant 4 mois. Dans les bras. Elle n'a pas dormi ailleurs que dans nos bras pendant 4 mois. Alors, je peux vous dire que je les avais, les cernes, jusqu'ici, puis mon niveau d'indulgence et de patience était très limité parce que, ben, comme tout le monde, hein, quand on dort pas beaucoup, c'est pas facile de gérer, de voir la vie en rose hein, quand on manque de sommeil. C'est dur, vraiment dur sur le moral et ben, le niveau d'énergie, puis le niveau d'implication. Mais ben, j'ai essayé de faire de mon mieux. Puis c'est sûr qu'il y a encore des fois où cet enfant-là, elle me pousse dans mes derniers retranchements et je me dis, ah, d'ailleurs, je lui dis souvent en riant que dès le début de sa vie, dès les premières semaines, elle m'a donné le ton dans notre relation. C'est que c'est une enfant qui fait pas les choses pour faire plaisir, elle fait pas les choses pour m'arranger, elle fait les choses pour que je me questionne puis que j'aille au plus loin. Donc, perdez pas ça de vue. L'enfant, il a son caractère, mais c'est réellement l'enfant tel qu'il est aussi qui va vous accompagner, vous prendre par la main. C'est pas vraiment le parent qui accompagne l'enfant dans la vie, c'est plutôt l'enfant qui fait le parent. Il va vraiment faire de vous un parent au fur et à mesure. Et c'est aussi pour ça que j'y crois euh, que ce soit les parents adoptants ou les familles recomposées, des fois il y a un des parents qui devient réellement parent d'un enfant, finalement, en l'accueillant dans son cœur. On peut vraiment devenir un parent aussi de cette façon-là parce que c'est vraiment toute la bonne volonté qu'on va y mettre qui va faire la différence et qui va faire qu'on est présent. Puis, ne vous y trompez pas, là, la société nous renvoie toujours un message de parents parfaits. Hein, les stars, les vedettes là, qui sont toujours beaux, lisses, minces, 2 semaines après l'accouchement, euh, avec qui tout semble parfait, mais ne vous en faites pas, eux aussi, ils ont des doutes et eux aussi, ils ont des moments de grande fatigue et de difficulté à vivre. Leur parentalité, ça va toujours, à un moment donné ou à un autre, euh, nous donner l'occasion de nous poser des questions, voilà. C'est ça. Fait que ben, je veux pas trop faire la morale avec ça. Hein. C'est une façon quand même de partager l'expérience que j'ai, pas seulement de mère avec mes enfants, mais je trouve que devenir parent, c'est un truc en escalier un peu. Et puis l'allaitement, des fois, au départ, les défis en allaitement dans les premières semaines représentent bien en fait ce développement par étapes de ce que peut être la vie de parent par la suite. Bien sûr, après, chacun son style. Hein. Il y a toutes sortes de parents et on peut appliquer toutes sortes de principes et de méthodes d'éducation pour s'accomplir là-dedans et faire en sorte que notre enfant corresponde aussi à l'idée qu'on se fait d'être bien éduqué
ou d'être heureux, ou d'être vraiment une personne accomplie. Donc ça, c'est à vous de voir avec vos limites et vos espoirs. Bien sûr, moi, je trouve qu'il n'y a pas de mauvaise manière. Il y a juste, il y a juste, c'est ça, une question de bonne volonté, en fait, tout simplement. Et puis, évidemment, donner du réconfort, de la sécurité. En tout cas, à un nouveau-né qui vient d'arriver, c'est important. Je peux vous le dire. Donc, ben voilà, si j'ai pas vraiment d'autres questions, je vais conclure sur ces mots-là, en vous souhaitant bien sûr ben, des belles expériences d'allaitement, bien entendu, mais aussi de naissance, de parentalité la plus positive, bienveillante possible. C'est une sacrée aventure, surtout à notre époque. Je pense qu'on est nombreux à se poser des questions sur l'avenir de nos sociétés, de la société de consommation en général, du capitalisme, de la planète, hein, l'écologie, tout ça, c'est effrayant. Mais voyez, moi, j'ai des enfants de 15, 12 ans et tout, puis j'ai beaucoup d'espoir. C'est une génération incroyable qui, à mon avis, va faire des meilleurs choix que mes parents ou moi-même. On travaille ensemble pour changer le monde. Donc, avec l'allaitement, déjà, c'est un bon début. Donc, pour les futurs parents, j'ai un cours qui s'appelle Préparez vos relevailles qui est complètement gratuit. Vous pouvez aller sur mon site web, ben, cliquez là-dessus, là, vous allez en profiter. Et puis, évidemment, sur ma page Facebook, vous avez beaucoup d'autres contenus. Ma chaîne YouTube, abonnez-vous sur YouTube. Il y a des capsules régulièrement, des lives que j'anime, plein de sujets allaitement. Et puis, bien sûr, si vous voulez aller plus loin, dans chaque étape d'allaitement, ben, il y a des cours, hein, il y a des cours en ligne que je suis en train de monter, plusieurs cours vraiment intéressants pour les parents et pour les soignants aussi, les gens qui travaillent en périnatalité. Alors, ben voilà, je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas natalieallaitement.com. Et d'ailleurs, ça s'offre très bien en cadeau, une petite visite à domicile pour des parents qui viennent d'avoir un bébé ou un cours en ligne pour des futurs parents. Ça s'offre aussi, c'est très joli à offrir, c'est très utile dans un shower de bébé, là, au lieu de toutes sortes de bébelles. Donc voilà, je vous embrasse. Merci de m'avoir suivi et excellent week-end de mois de juillet. Bye!